Euh, Fabien Salazar va présenter une publication Parcours scolaire et professionnel des immigrants issus d'Amérique latine au Québec, inégalités systémiques et ressources culturelles mobilisées. Donc, Fabien est titulaire d'une double maîtrise en sciences et pratiques de l'éducation, ainsi qu'en didactique des arts visuels, complétée par une formation en sexologie clinique, vaste spectre. Il est actuellement doctorant en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal sous la direction de Marie-Odile Magnan. Il s'intéresse au parcours scolaire et professionnel des immigrants hispanophones d'Amérique latine au Québec, en mobilisant l'ethnographie institutionnelle, l'intersectionnalité et les théories du capital social et culturel. Il analyse comment les inégalités systémiques façonnent ces trajectoires, tout en mettant en lumière les ressources individuelles et communautaires mobilisées pour y faire face. Son travail vise à dévoiler les mécanismes invisibles de l'exclusion institutionnelle et à formuler des recommandations concrètes pour un système éducatif et professionnel plus équitable. Immigrant latino-américain et membre de la communauté LGBTQIA+, il inscrit son travail dans une perspective de justice sociale et de transformation institutionnelle. Enfin, son projet s'inscrit dans les réflexions contemporaines sur l'équité en éducation et propose un regard essentiel pour penser l'inclusion de manière plus systémique et durable. Merci. Ça va bien. Alors, voilà. Je vais vous présenter mon projet doctoral. Alors, je suis à ma première année et comme elle vous l'a dit, je suis immigrant latino-américain, mais en Suisse. Je suis ici en tant qu'étudiant international à l'Université de Montréal. Et c'est ça, là, je finis gentiment ma première année. Alors, je vais vous présenter le plan de la présentation. D'abord, je vais donner quelques précisions sur mathématiques. Ensuite, je vais justifier pourquoi j'ai choisi cette population. La première partie, elle va parler du parcours scolaire des jeunes issus de l'Amérique latine. La deuxième partie sur les parcours professionnels des jeunes issus d'Amérique latine. Et par la suite, je vais voir quelles sont les synergies, qu'est-ce qu'il y a de semblable et de différent entre ces deux thématiques. Et je vais finir, au lieu de finir avec une conclusion, je vais finir avec une question, mais qui est elle évolue à chaque fois, hein. Là, en une année, elle a beaucoup changé. Là, c'est un état actuel. Alors voilà, pour la précision sur mathématiques, alors moi je vais m'intéresser aux jeunes au parcours scolaire et professionnel des jeunes issus d'Amérique latine, mais hispanophones. Et moi, ce que je vais m'intéresser, c'est ceux qui sont arrivés au secondaire et qui ont, à partir du secondaire, suivi des études jusqu'à arriver à pratiquer une profession. Et pour ça, je vais questionner des personnes, des adultes qui auront entre 25 et 45 ans, voilà, qui me racontent comment eux, ils ont vécu leur parcours et faire vraiment un lien entre le parcours scolaire et professionnel. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette population? Alors, il faut savoir qu'au Québec, il y a environ 29,9% d'immigration totale des Latino-Américains qui se retrouvent ici au Québec. C'est une énorme proportion en comparaison aux autres, au Canada en général. C'est une minorité en croissance. Entre 2006 et 2015, il y avait chaque année environ plus de 8400 précisément latino-américains qui arrivaient chaque année. Ce nombre il a continué de croître jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, c'est une minorité qui est très, très présente. C'est le deuxième groupe ethno-linguistique présent ici au Canada. Et là, pendant les élections, je voyais des statistiques, mais la communauté, la troisième langue la plus parlée ici au Québec, c'est l'espagnol. Alors, on voit que ça a quand même pris une grande proportion. 77% des personnes qui arrivent issues d'Amérique latine ont une autre langue maternelle, une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Et plus de 55% d'entre elles ne parlent ni l'anglais ni l'espagnol. Donc,
Ouais, ça, on en parlera après, mais majoritairement, ils parlent tous espagnol. Euh, la population latino-américaine au Québec, elle est plus diversifiée qu'aux États-Unis et que dans le Canada anglophone. Elle comprend majoritairement des Colombiens, Mexicains, des Péruviens, puis et j'ai oublié la dernière population. Mais non, voilà. Euh, il y a un fort taux d'abandon, que ça soit au niveau scolaire, que ça soit au secondaire ou à l'université. Ça, c'est un des plus hauts taux d'abandon qu'on peut rencontrer. Il y a des études qui montrent que le Canada le Canada et l'Australie, ce sont deux pays où le, le- l'immigration, ouais, comment on appelle, j'ai oublié aussi. Que l'immigration, elle est le plus, on va dire que les immigrants ils réussissent le mieux, c'est au Canada et en Australie. Mais malgré ça, ici au Canada, la communauté latino-américaine, elle est celle qui a le plus de difficultés à pouvoir terminer leur scolarité ou qui a l'air plus sous-représentée dans les hautes études. Euh, lorsque les personnes elles arrivent ici au Québec, elles sont la majorité du temps dans des écoles qui sont du milieu défavorisé et ils sont le plus souvent représentés, ouais, surreprésentés dans les classes d'accueil et les classes pour je sais pas, je me souviens plus comment on l'appelle ici, mais c'est des besoins spécifiques. C'est eux qui sont le plus surreprésentés dans la majorité de ces classes-là. Euh, le taux de chômage des immigrants issus d'Amérique latine, il est de 10,3%. Si on compare aux minorités visibles, eux, c'est aux alentours de 7,3%. Et si on compare à la totalité du Québec, eux, ils sont à 6,3%. Alors, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Euh, si on parle du revenu moyen, cette communauté, elle est aux alentours elle a une moyenne de plus de 30 000 dollars canadiens par année. Si on parle des minorités visibles, celle-ci, elle gagne environ plus de 42 000 dollars par année. Et si on compare à la population totale du Québec, celle-ci, elle est à 49 000 dollars par année. On voit qu'il y a quand même là aussi une énorme différence au niveau salarial. Ils font face à des discriminations, que ce soit langagières ou ouais, il y a différentes discriminations qu'on parlera par la suite. Il y a très peu de recherches qui ont été faites sur cette population précisément. Des fois, on les retrouve avec des étudiants africains ou la communauté des Caraïbes, mais ils sont tous mélangés, mais il n'y a rien de spécifique sur la communauté latino-américaine. Et c'est pour ça que moi, pour la suite de la présentation, j'ai dû aller chercher plus d'informations aux États-Unis, où là, il y a un peu plus de recherche qui est faite. Ici, il y avait vraiment très peu de choses qui étaient faites pour cette population. Et par rapport aussi, j'ai choisi cette population pour ma positionnalité. Comme je l'ai dit, je suis immigrant latino-américain. J'ai vécu l'immigration en Suisse. Je sais comment, je l'ai vécu, je sais comment ça se passe. Mais je voulais savoir ici comment ça se passait pour cette population. Alors, voilà. Pour le parcours scolaire des jeunes de l'Amérique latine, alors ils subissent beaucoup de racisme et de microagressions dans les niveaux scolaires. Ils ont peur lorsqu'ils parlent, ils parlent avec un accent, donc on les met tout de suite, on les catégorise en tout cas aux États-Unis, quand ils venaient à parler, on leur disait, ah, toi tu fais partie de la communauté, toi tu fais partie de la communauté mexicaine, sans vraiment savoir d'où ils viennent. Et on sait qu'aux États-Unis, la communauté mexicaine, elle est vue, perçue d'une manière différente parce que c'est celle qui vient en force toujours pour demander l'asile. Ça peut provoquer, c'est pas toujours très positif pour eux. Euh, il y a aussi la barrière linguistique.
comme ils parlent majoritairement de l'espagnol, ils n'ont pas du tout appris le français. Et dans les écoles en Amérique latine, on n'apprend pas forcément le français, sauf si on va dans des écoles privées où là où on apprend. Bon, si on demande d'apprendre le français, on apprend le français. Il y a des écoles françaises, il y a des écoles suisses où les cours sont donnés en français. Mais dans tout ce qui est public, ce n'est pas du tout une langue qui est apprise. Peut-être pour plus tard dans les universités, si on choisit ça comme spécificité, mais sinon, ce n'est pas du tout le cas. Il y a les enfants, ils arrivent dans des classes d'accueil et la plupart du temps, ils restent entre eux. Donc là aussi, ça fait une, une marginalisation qui est faite. Ils restent que entre eux, puis ils se mélangent pas au reste au reste des enfants. Malgré ça, on a vu qu'il y avait il y a quand même de la résilience. Il y a déjà entre les familles. Il y a un concept que j'ai vu dans la littérature des États-Unis qui s'appelle familismo, qui, euh, qui veut dire que la famille elle aide énormément les, euh, les enfants ou les étudiants à aller plus loin, à forcer, à essayer de leur donner l'énergie suffisante pour qu'ils puissent vraiment continuer malgré les différentes discriminations qu'ils subissent. Après, pour ce terme, moi, je comprenais pas, même aujourd'hui, je trouve que c'est un terme qui peut être utilisé pour d'autres communautés, parce que l'aide familiale, elle n'est pas uniquement que dans les familles latino-américaines, mais elle est aussi dans les autres familles issues de l'immigration. Euh, dans beaucoup d'écoles américaines, il y a des mentors qui mettent en place, il y a des gens dans certaines universités, pour chaque communauté, il y a des gens qui accueillent, par exemple, si il y a un étudiant qui est déjà là depuis 2 ans, euh, il aide par exemple, quelqu'un qui est issu d'Amérique latine, il aide à comprendre la culture de l'établissement, à essayer de l'aider à se situer à l'intérieur de cette même structure. Alors, c'est ce qui est très important. Et ce qui est aussi mentionné, c'est qu'ils essayent aussi de montrer qu'il y a des professeurs qui sont issus de l'immigration et de l'Amérique latine pour leur montrer que eux, s'ils sont ici, c'est qu'ils ont pu réussir. C'est pour leur montrer une sorte d'exemple que c'est des choses qui sont faisables, ouais, qu'ils peuvent y arriver. Euh, dans les différents textes que j'ai lus, parce que là, tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai vues dans les textes. C'est pas moi qui le dis, mais moi, je trouve qu'il manque il y a beaucoup de manque d'approche intersectionnelle. On parle beaucoup de gens, on a questionné tant d'hommes, tant de femmes, mais on ne donne pas vraiment il n'y a pas des choses, comment dire, des analyses qui sont faites sur chacun des genres. On met tout le monde dans le même panier sans forcément voir les spécificités de chacun des genres. On ne parle pas souvent aussi de la classe sociale ni du statut migratoire de ces participants. Il y a peu de recherches, bon ça va pas, ça touche pas forcément ma recherche, mais il y a peu de recherches qui sont faites dans les milieux ruraux. On ne sait pas comment ça se passe dans ces milieux-là. Euh, voilà. Pour les parcours professionnels, alors moi, comme je vais m'intéresser plus à vraiment ils vont arriver au secondaire et voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Là, c'est plus pour définir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel sans forcément, je ne vais pas forcément le mettre dans mon travail, mais c'est plus pour parler des différents défis que les parents de ces jeunes font face. La déqualification, quand ils arrivent ici, il y a les diplômes qui ne sont pas pris en compte. Si on a fait des études par exemple en Colombie, on était psychologue, au moment où on arrive ici, on ne prend pas du tout en compte ça, on se retrouve à faire un autre métier ouais, on n'a pas du tout choisi. C'est un énorme enjeu, un énorme impact sur la motivation.
que la plupart des parents qui arrivent ici, ils se dirigent dans des emplois qu'on peut appeler de précaires. Et là, c'est dans, par exemple, ces textes-là, ils parlent d'une surreprésentation dans ces différents secteurs-là. Là aussi, pour parler de la résilience, bah, il y a la famille qui aide beaucoup, bien sûr, la motivation de la famille. Quand on arrive dans un pays là, les parents ils veulent que leurs enfants ne manquent de rien, donc c'est vraiment un moteur pour qu'ils puissent pour pouvoir donner les bonnes conditions à la famille. Il y a aussi quelques entreprises qui font du mentorat quand elles accueillent des nouveaux arrivants pour justement la même chose que dans les écoles pour apprendre la culture de l'établissement, voir comment ça fonctionne et essayer de les aider à s'en sortir. Ici au Québec, parce que comme beaucoup arrivent avec des compétences, des diplômes, et par moments ils se mettent quand même, ils se mettent entre eux pour faire l'entrepreneuriat et essayer d'ouvrir des, des choses. Merci. Essayer d'ouvrir bah, des choses qui peuvent aider à la communauté. Ça peut être des conseils, ça peut être aider pour ouvrir un restaurant, ou voilà. Ils se mettent entre eux et la plupart par exemple, les restaurants, ils se mettent dans des secteurs précis où la communauté elle est présente. Voilà. Là aussi, il y a des lacunes. On ne sait pas forcément. Dans les textes, on voit ils ont, ils ont ils ont suivi des gens pendant une année quand ils venaient d'arriver, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après cette année-là. On ne sait pas si la personne elle a bien réussi à s'intégrer au niveau professionnel. On ne sait pas si elle a réussi à gravir les échelons. Ça, c'est des choses qui restent lacunaires. Et c'est pareil aussi pour le parcours scolaire. C'est des études où des fois on suit une personne ou deux, mais il y a très peu d'études où on prend vraiment une plus grande population, puis qu'on la suit pour plusieurs années. C'est vrai que c'est compliqué, mais ça serait intéressant. Euh, alors, bah voilà. Là, c'est pour parler des synergies. Bah, comme j'ai dit avant, bah, les deux, que ce soit scolaire et professionnel, il y a du racisme, il y a la discrimination que les deux y subissent. Et puis, il y a le rôle clé de la famille qui est très présent là-dedans. Et pour là, un lien qui a pas qui n'y a pas, c'est qu'on ne sait pas, il n'y a aucun lien entre scolaire et professionnel. C'est que soit une étude qui a été faite pour tout ce qui est scolaire, soit une étude qui est faite pour ce qui est professionnel, mais il n'y a rien qui relie les deux. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être aussi intéressant de voir. Et ma question de recherche, elle est là, c'est comment les immigrants hispanophones d'Amérique latine au Québec composent-ils avec les inégalités systémiques qui jalonnent leur parcours scolaire et professionnel et quelles ressources culturelles mobilisent-ils pour y faire face? Mais là, c'est que ici, au Québec. Alors voilà, merci beaucoup.